Bonsoir à tous, Madame, Messieurs, Media Prime Television de African Eye pour cette autre sortie de votre programme de Prime Guest. L'invité de ce jour est l'un des jeunes hommes politiques de plus en plus sur la scène politique camerounaise. Son élection à l'exécutif communal de Douala 5e ainsi que sa démission spectaculaire du PCRN ont fait de lui un personnage assez curieux que nous proposons de découvrir. Joseph Espoir Billon est notre invité. Bonsoir d'être là. Bonsoir Jean-Jésus. Je voudrais, Jean Solaire autant pour moi, je voudrais dire particulièrement merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui seront connectés à 7 heures pour nous suivre. Merci, on va signaler qu'on commence ce programme avec un peu de retard. Nous aurons droit à nos deux rubriques comme d'habitude. La première, c'est bien rédacteur. On peut changer son micro. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur My Media Prime Télévision, My Media Prime TV de African Eye. Vous y êtes pour cette autre sortie de votre programme de Prime Guest face à JSK. Et notre invité ce jour, c'est bel et bien Joseph Espoir Billon, un personnage devenu très curieux sur la scène politique camerounaise, d'abord du fait de son élection en tant que jeune conseiller municipal et membre de l'exécutif communal de Douala 5e, mais davantage pour sa démission spectaculaire survenue en mai dernier, l'émission du PCRN, parti politique positionné 3e lors de la dernière élection présidentielle. Eh bien, Joseph Espoir Billon nous accorde un peu de temps pour découvrir son parcours, sa pensée, son regard sur les faits d'actualité, les sujets d'intérêt général. Merci de nous rejoindre sur ce plateau, Joseph Espoir Billon. C'est moi qui vous dis merci et JSK de m'avoir invité. Je suis honoré. On va s'excuser donc de ce petit retard avec lequel nous débutons ce programme. Je vous signale que vous aurez droit à vos deux rubriques, rédacteur en ligne, qui va intervenir aux environs de 22 heures, où nous recevrons François Bocquet, directeur de publication du journal. Et puis l'invité de l'ombre, c'est bel et bien Cédric Penda Moukoko, président de la Cameroun Diaspora. Il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol, donc les fondations qui n'ont peut-être pas été mieux pensées, mieux calculées, mieux structurées font que des immeubles comme celui de Ndokbon peuvent s'effondrer. Nous rappelons ici que ce n'était pas construit dans une zone non aedificandi, ça veut dire dans une zone marécageuse, c'était bel et bien construit dans une zone normale, et à cet endroit il n'y a pas eu inondation, mais malheureusement, je ne suis pas expert dans le domaine pour pouvoir répondre à ce type de questions. Pour le moment, l'enquête suit son cours et nous pensons que les résultats de cette enquête pourront répondre de manière objective. Il n'y a pas eu, justement, pour le moment, il n'y a pas eu de mort, puisque les propriétaires de l'immeuble en question avaient senti venir le danger. Ils ont eu le temps de libérer les lieux avant que le pire ne se produise. Donc au moment où l'immeuble s'écroule, il n'y a personne à l'intérieur.
C'est l'information qui est officielle pour le moment. Alors, quelles sont les zones de votre commune, de votre ville, qui ont été touchées par ces inondations? Plus particulièrement, nous avons un quartier qui est carrément dans le Voury, dans la 5e qu'on appelle le quartier le village Mbagna, parce que c'est vrai c'est un quartier, mais non, entre Aquanor et Bonamoussadi. Parce que Bonamoussadi rond-point Maïtur est séparé du village Mbagna par le pont Mounoumé, on appelle régulièrement le pont du génie militaire, et il est séparé de Aquanor par le pont Mbagna. Donc vous voyez, ces deux ponts-là, ce sont des cours d'eau qui se jettent directement dans le Voury. Et donc, quand il pleut, il suffit qu'il y ait une coïncidence avec la mer haute. Ça veut dire qu'il revienne vers le continent. Si les vagues reviennent vers le continent, quand il pleut, l'eau n'a nulle part où aller. Parce que le bouche qui doit accueillir l'eau des pluies est en crue, donc il bloque l'eau. Quand il pleut, donc l'eau n'a d'autre endroit que de rester dans les routes de sable, dans les maisons des gens, parce que chaque fois qu'il y aura crue, c'est un phénomène naturel. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément drainé, c'est pas aussi parce que et je peux vous rassurer que peu importe ce qu'on fera, il y aura toujours des inondations lorsqu'on aura des pluies. Et oui, malheureusement. Est-ce que ça sera la solution? Je ne pense pas pour le moment, parce que c'est des gens qui y vivent depuis très longtemps. C'est un village, je vous ai dit tout à l'heure, le chef de l'État à l'époque avait fait lui-même un tour à cet endroit-là lorsqu'il a été immergé dans le Voury. C'est à Mbagna qu'il avait été reçu avec toutes les collectivités villageoises de Sawa. Donc je dis ici, c'est un village qui est un monument, qui a des vestiges, qui est représentatif. Au jour d'aujourd'hui, nous allons trouver des solutions. Nous rappelons ici qu'il y a des pays comme la Hollande où les gens vivent carrément en dessous du niveau moyen de la mer. Donc, ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. On est clairement pas en dessous du niveau moyen de la mer, mais on est presque, sauf que pour le moment, nous avons pris les mesures nécessaires. On a commencé à curer le lit du cours de Monomé. Mbagna va s'en suivre clairement. Pour le moment, il y a inondation parce que la quantité d'eau qui vient du continent est largement supérieure à la quantité que le Voury peut contenir. Donc chaque fois que il va pleuvoir et qu'il y a des crues, ça veut dire qu'il y a les retournées d'eau de la mer dans le continent. Le Voury renvoie ces eaux à l'aide il n'y a pas de coïncidence, de moins en moins on aura des inondations. Ça peut expliquer. D'autres choses aussi qui peut expliquer, c'est que les eaux ne sont pas bien canalisées. Vous savez, on a toujours très vite fait de courir en disant les gens ont construit dans les drains, les gens ont fait ceci, mais honnêtement, en ce qui concerne le quartier Mbagna, ce n'est pas le cas. Alors, les gens n'ont pas construit dans les drains. Alors d'accord. Qu'est-ce qui a été fait donc pour subvenir aux besoins urgents dus aux inondations d'hier? L'un des premiers besoins urgents, c'est que les autorités que nous sommes sont descendues sur le terrain. Oui. Ça, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Ils descendent toujours sur le terrain. Absolument, on doit quand même le faire. Oui. L'autre côté, c'est que des mesures sont proportionnelles aux dégâts qui ont été causés. Lesquels? C'est clair. Lorsqu'il pleut, comme c'était le cas hier, l'eau entre dans les maisons, les propriétaires, chacun essaie de sauver ce qu'il peut sauver, ceux qui peuvent les garder un peu plus loin. On a même vu le chef de Mbagna a été transporté par la pirogue pour aller, puisque hier encore, la collectivité villageoise de Mbagna a organisé un investissement humain qui a été très couru d'ailleurs, qu'il y avait toutes les populations... Sous l'impulsion de la commune? Sous l'impulsion du chef. Ma question, c'est bien de savoir ce que la commune a fait après je suis l'alerte. Si c'est la commune qui vous parle de ça, ça veut dire qu'il y avait une supervision de la commune. Hier encore, après le pont qui sépare Aquanor et le village Mbagna, on a placé une plaque commune d'arrondissement de la 5e village Mbagna. Ça veut dire que le village Mbagna et la commune d'arrondissement de la 5e travaillent en concertation pour que ils fassent beau vivre à cet endroit-là. Dans tous les cas, nous apprécions énormément la collaboration du chef qui se comporte en citoyen modèle en termes de chefferie traditionnelle. Et nous saluons les efforts qui sont menés au niveau de la collectivité villageoise et nous ne ménageons pas des efforts puisque aujourd'hui encore le préfet du Voury a saisi la commune d'arrondissement de la 5e pour que toutes les mesures urgentes disponibles à notre niveau
soient prises pour que nous puissions venir à bout de ces incidents. Joseph Espoir Billon, c'est vrai que j'ai du mal à cerner les mesures urgentes prises par la commune de Douala-5e. Je voudrais rappeler une chose ici. Lorsqu'il y a inondation, dans ce cas-là, qu'est-ce que la commune est censée faire? Vous me posez la question? C'est vous qui l'avez édifié. Puisque vous avez du mal à avoir une réponse. Oui, je vous demande justement que... C'est descendre sur le terrain. Oui. S'il y a des cas à secourir, on apporte le secours. Est-ce que vous l'avez fait? Pour le cas, il n'y avait pas. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de mort d'homme, il n'y avait pas de danger, puisque les populations sont déjà suffisamment sensibilisées, ils savent quoi faire. Donc au jour d'aujourd'hui, la mairie profite des cas précédents. Donc, à l'époque, quand ça arrivait, les populations étaient en panique. Au jour d'aujourd'hui, quand ça arrive, tout le monde est préparé, on sait comment on gère ça. Donc la mairie vient se rassurer que la supervision est parfaite, on est là, et s'il y a un incident, on agit urgemment. Et quand il n'y a rien de très grave, et bien voilà, on prend acte et on commence à préparer les prochaines pluies. Parce que nous sommes en... Alors on peut donc retenir que la commune était là. Sur les lieux, effectivement. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de mesures urgentes à prendre. De cas d'une extrême gravité qui aurait demandé qu'on transporte les gens à l'hôpital général par exemple ou à la Kentini, ou alors qu'on commence à trouver des besoins de première nécessité comme le riz, l'huile, tout ce que ça fait. Il n'y avait pas ce genre. Il n'y avait pas de déplacés non plus, des personnes obligées de dormir dehors parce que pour le moment, tous ces gens ont réintégré leur maison. Vous pouvez rentrer là-bas demain. Tous ces gens ont réintégré leur maison. Je vous le dis, tous ces gens sont habitués à ce genre d'événement et ils ont pris des dispositions pour pouvoir, chaque fois que cela arrivera, trouver une solution urgente. C'est un discours qu'on entend toujours et très souvent chez les exécutifs communaux. Des populations sont habituées aux catastrophes, aux événements, ils ont pris la mesure, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des mesures... je pose la question. Est-ce qu'il y a au niveau de votre commune des mesures préventives? Je veux dire, est-ce qu'il y a carrément un département en charge des catastrophes dans votre commune? Un département en charge des catastrophes, non, malheureusement. Une ville comme Douala-5e qui a quand même la commune d'arrondissement de Douala-5e ne peut pas avoir des dispositions nécessaires pour gérer les catastrophes. C'est un dossier beaucoup plus important, je crois qui relève de la compétence de la mairie de la ville. Mais la commune d'arrondissement de Douala-5e joue les premiers assistants en termes de catastrophe. Ça veut dire nous sommes les plus rapprochés de la population. Avant que la mairie de la ville n'apporte les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire les gros engins, le gros matériel et tout ce que ça fait. Nous, on descend, on est là avec nos populations, puisque ce sont nos frères, ce sont nos amis, c'est des gens avec qui on vit tous les jours. On est avec eux. Donc, pendant que nous pouvons, moi par exemple, parce que je suis élu, parce que je suis maire, je peux avoir le numéro du maire de la ville et de lui et lui signaler que c'est vraiment très grave. Il faut qu'une équipe urgente, par rapport à une personne lambda qui ne peut peut-être pas avoir son numéro de téléphone, ou alors qui ne peut pas appeler le directeur technique de la mairie de la ville pour lui dire il faut qu'on fasse ceci urgemment. Moi je peux donc le premier rôle que je joue sur le terrain, c'est un rôle d'alerte. Joseph Espoir Billon, vous êtes le 6e adjoint au maire de la commune de Douala-5e, qui a 6 adjoints. Absolument. Alors, quand on est 6e adjoint, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas de la commune d'arrondissement de Douala-5e, lorsqu'on est 6e adjoint, comme c'est mon cas, on est en charge de l'environnement. Oui, quand on dit environnement, vous savez, le décret de 2012 signé par... c'est le maire qui vous donne, qui vous confie ce département. La loi a tout prévu. Il y a dans le livre vert des arrêtés qui ont prévu des attributions aux adjoints au maire. Donc, une fois que vous êtes élu, tout est structuré. Tous les pouvoirs reviennent au maire. Mais il doit déléguer. S'il y a 6 adjoints, c'est parce qu'il y a forcément plus de choses à faire. Il y a des communes, il n'y a que 2 adjoints au maire. Mais à Douala-5e, il y a 6. Ce n'est pas pour augmenter le nombre. C'est parce que la sollicitation du maire... C'est une grande commune aussi. Effectivement. La sollicitation du maire est plus élevée. Et comme il est plus élevé, il essaye de repartir le travail en fonction de la disponibilité de chaque adjoint au maire. Donc, dans mon cas, à la commune d'arrondissement de Douala-5e, je suis chargé de l'environnement. Je dois me rassurer que les établissements assujettis à la notice d'impact environnemental sont bel et bien conformes au plan d'action environnementale de la commune. Je dois me rassurer que les entreprises sont conformes. Ça veut dire qu'ils ont pris toutes les dispositions conformément au plan d'action environnemental de notre commune. Et c'est toutes ces dispositions
que je dois suivre sur le terrain, minute par minute. Je suis aussi en charge de l'hygiène, salubrité et environnement. Je dois me rassurer que vous ne choisissez pas d'ouvrir vos latrines dans les caniveaux, sinon les dispositions prévues par la loi seront appliquées dans les mêmes rigueurs. Je dois prendre toutes ces dispositions, je dois me rassurer que lorsque les caniveaux sont bouchés, comme c'est le cas à certains endroits, que nous trouvions un prestataire qui va venir les curer, les déboucher. Nous devons travailler pour que lorsque Isacam, qui est encore ici une entreprise adjudicataire de marché public au niveau de la mairie de la ville, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la commune d'arrondissement de la 5e n'est pas le patron de Isacam. Mais on est patron de fait. Ça veut dire que pas une sorte de tutelle. La mairie de la ville. Vous êtes employeur de Isacam, pour ainsi dire. Non, la mairie de la ville est employeur d'Isacam. Mais la commune d'arrondissement de Douala 5e, qui est un démembrement en quelque sorte de la mairie de la ville, puisqu'il y a une plateforme de toutes les communes de la ville qui travaille en synergie, en corrélation avec la mairie de la ville. Donc on a fait quelque chose comme des entités. Il y a un représentant de la commune qui est à la plateforme qui travaille avec Isacam. Donc le chef secteur de la zone 1 et de la zone 2, il y a deux chefs dans le cas de Douala 5e qui travaillent avec la commune d'arrondissement de Douala 5e. Et nous nous rassurons qu'ils ont respecté leur cahier de charge. Ça veut dire qu'ils ont fait et la précollecte et la collecte en fonction du calendrier qui leur est attribué. Notre travail, c'est de contrôler, c'est de superviser. Et lorsqu'ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, on rend compte à leur patron qui est le maire de la ville. Ça veut dire à la mairie de la ville. On ne peut pas leur sanctionner, on ne peut pas leur retirer, on ne peut rien faire. On ne peut que constater et rendre compte. Et lui, à son niveau, il peut prendre donc les mesures qui sont... En dehors d'Isacam, vous n'avez pas d'autres moyens de mettre la propriété dans la ville? Bien évidemment, on a d'autres moyens, mais ces moyens sont bien évidemment aussi dérisoires. Pour le cas de la commune d'arrondissement de Douala 5e, nous avons des tricycles qui jouent le rôle de précollecte dans certains quartiers. Ce sont des prestataires privés ou non, pas forcément, c'est la mairie. C'est le tricycle de la mairie, de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Nous avons 5 comme ça. Mais vous voyez, Douala 5e, c'est 54 quartiers et villages confondus. 5 tricycles, on ne peut pas mettre un tricycle par quartier. Donc c'est clairement insuffisant. Mais bon, nous nous sommes arrangés parce que Isaac a fait plus ou moins bien son travail. Un tricycle ne peut pas partir de Boula-Moussadi avec les ordures pour aller les vidanger à Niala, à la décharge de Isacam. C'est très loin. Donc, il joue juste le rôle de relais. Il récupère les ordures dans les ménages pour les zones accessibles, les mettre dans les bacs à ordures que Isacam vient porter à son tour. Maintenant, il y a des endroits où Isacam n'a pas pu déposer les bacs. C'est des dépôts d'ordures sauvages qui sont en pleine nature, donc des poubelles sauvages. Et Isacam vient avec ces gens, il récupère ces ordures, souvent avec des camions spécialisés ou alors avec des fourches, des gens qui sont plus formés, mieux formés dans le domaine et qui font le relais. Vous êtes donc chef du département de l'environnement, on peut dire. Hygiène, salubrité, environnement. Hygiène, salubrité, environnement de la commune de Douala 5e et santé publique. C'est un vaste département, il faut le dire ainsi. C'est là qu'on vient à votre profil quand même, parce qu'il faut signaler que vous êtes également enseignant à la base, enseignant de topographie. Oui. Est-ce que ça correspond à votre profil, ce département, lorsqu'on vous l'a confié? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un domaine sur lequel je peux facilement exercer Mon père me disait souvent qu'on va à l'école pour ouvrir son esprit, pour avoir l'esprit critique et pour mieux comprendre. Je pense que j'ai fréquenté pour cela. Et donc, au jour d'aujourd'hui, chaque fois que je me retrouverai devant une situation, mon devoir, c'est de résoudre cette complexité. Au jour d'aujourd'hui, là, il est question de management. Parfois, c'est pas moi qui vais faire tout ce que vous entendez là. C'est pas moi qui le sens. Il y a un chef service d'hygiène, salubrité et environnement à Douala 5e. En dehors du chef service, il y a les chefs de bureau. En dehors de ces chefs, il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont été formés, qui ont fait des séminaires. Alors pour vous, il s'agit davantage du management. C'est beaucoup plus de management. Oui. Ça veut dire comment disposer les équipes, comment les amener, comment régler les conflits, comment les motiver, comment amener le patron de l'exécutif ici, qui est le maire. Parce qu'il faut reconnaître que bien que les adjoints au maire aient ces attributions, ils ne sont pas détenteurs du pouvoir de dépenses. Ici, le juge de l'opportunité de la dépense, c'est le maire. Donc, on a beau dire à un adjoint au maire, il y a des poubelles à tel endroit qu'il faut pouvoir aller précollecter pour un tel bac. Il va falloir que l'adjoint au maire rende compte au maire en lui disant, monsieur le maire, il y a telle chose qui se passe à tel endroit. Et c'est le maire qui juge de l'opportunité de demander au receveur de débloquer des fonds pour pouvoir le faire ou ne pas le faire. Et jusqu'ici, le travail de l'adjoint au maire, c'est de recueillir les informations, de rendre compte au chef de l'exécutif
qui juge de l'opportunité de dépenser ou de ne pas le faire. Alors, est-ce que ça ne rend pas difficile le rôle d'adjoint? C'est ce que l'administration, c'est ce que le législateur a prévu, c'est ce que la loi a prévu, et nous ne pouvons pour le moment que nous conformer à la loi. Alors, dites-nous un petit mot sur votre collaboration avec le maire actuel. Je voulais signaler que vous êtes le représentant de l'opposition dans cet exécutif communal. Est-ce que le maire constitue un blocage pour vous dans l'exercice de vos fonctions statutaires? Est-ce que ça se passe bien? Je voudrais dire que très souvent, c'est cette façon d'apprécier la collaboration qui a fait que beaucoup d'exécutifs n'ont pas pu travailler sereinement. Lorsqu'on est élu, bien évidemment, lorsqu'on est candidat, on utilise un instrument politique qui vous permet d'être élu. Une fois que vous êtes élu, vous êtes au service de la nation, vous êtes au service du peuple. Donc, vous ne vous considérez plus comme un élu d'un parti d'opposition ou un élu d'un parti majoritaire. Vous êtes un élu de la nation et vous rendez compte à l'État. Donc, la collaboration entre le maire, qui est le patron de l'exécutif communal de Douala 5e, et l'adjoint au maire que je suis, ne saurait être que serein. Puisque nous sommes là. Est-ce que pour l'instant, pour ce qui vous concerne, est-ce que cette collaboration est sereine? J'ai envie de dire qu'elle est parfaite. Elle est très bonne d'ailleurs. Le maire vous comprend, il facilite votre travail. Pourquoi est-ce que c'est serein? Quelle est la caractéristique de cette collaboration pour l'instant? Notre collaboration est très bonne d'ailleurs. J'ai eu la chance de trouver un homme ouvert, d'esprit aussi surtout, qui n'a pas confondu le parti politique et l'État. Parce que la commune est une entité de l'État, on appelle collectivité territoriale décentralisée. Oui. Ça veut dire que l'État a délocalisé ses pouvoirs à cet endroit, à cette entité. Nous sommes donc l'État du Cameroun. Et à partir de ce moment, le patron de l'État à la commune, c'est le maire Fungwa. C'est d'ailleurs le premier magistrat de la ville. Absolument. Donc, ce monsieur sait très bien qu'il porte l'écharpe vert ou jaune. Donc, il rencontre à son patron qui est le vert ou jaune. Pas son parti politique. À partir de ce moment où il s'est déshabillé de sa parure politique et l'a laissé à la maison du parti, qu'il revient représenter l'État. Il ne confond pas ses rôles. Il travaille pour l'intérêt supérieur de l'État. Il travaille pour que les communes d'arrondissement de Douala 5e soient satisfaits de celui qu'ils ont choisi. Parce qu'ils l'ont choisi au nom de l'État. C'est pour ça que la loi interdit que vous portez un vêtement d'un parti politique. Au code dessus, vous déposez l'écharpe. Parce que l'écharpe n'appartient pas à une obédience politique. Elle appartient à l'État. On pourrait dire que le 6e adjoint au maire fait l'apologie du maire de la ville de... non, le 6e adjoint au maire ne fait pas l'apologie du maire. Au contraire, j'appelle ici à la sagesse de tous les élus de notre pays, de tous les élus de la nation, au niveau local et au niveau national, pour qu'ils ne confondent jamais le fait qu'ils soient élus, ils sont élus de la nation et rendent compte à l'État. Et celui qui incarne l'intérêt supérieur de l'État, c'est le président de la République. Chacun doit abandonner ses habits politiques qui lui ont permis d'arriver là où il est et travailler pour l'intérêt supérieur de l'État. Chaque fois que nous nous serons trouvés dans ces conditions-là, il n'y aura pas de confusion de rôle. Alors vous êtes, pour parler politique justement, on va rentrer, avant de prendre dans peut-être 5 minutes notre premier rubrique rédacteur en ligne, vous êtes un homme politique à votre jeune âge, vous êtes visiblement jeune. Beaucoup de jeunes de votre âge préfèrent croquer la vie à pleines dents au lieu de s'engager politiquement dans ce genre de sacerdoce, il faut le dire ainsi. Mais vous dites quelque chose qui m'a un peu frappé et qui a attiré mon attention. Le 17 décembre 2020, à 23h11 sur votre page Facebook, vous dites « Je suis né pour servir le Cameroun ». Alors, parlons-en. De quel service parlez-vous? Jean Solaire, je ne saurais vous expliquer ce que vous comprenez mieux que moi. Dans la vie, j'ai appris une chose. On est pour vivre, mais on vit pour mourir. C'est pour dire que la vie est juste un chemin. La véritable destination, c'est la mort. Je suis né et j'ai trouvé un destin devant moi. Et mon destin, c'est mon lieu de naissance. Vous savez, personne ne choisit son lieu de naissance. C'est quoi le lieu de naissance? C'est le Cameroun. Dans quelle partie du Cameroun? Bien évidemment, je suis de la région du centre du département d'Union et qu'il est l'arrondissement de Ngoma-Poubi. Donc, alors, votre destin, c'est Ngoma-Poubi? Mon destin, c'est le Cameroun. Oui. C'est mon lieu de naissance. Mon lieu de naissance dans ce monde entier, dans ce globe, dans cette galaxie, c'est le Cameroun. Je travaille pour le Cameroun, je vis pour le Cameroun, je respire pour le Cameroun, je suis le Cameroun et j'incarne ce que je suis. Donc le Cameroun.
En réalité, celui qui n'a pas compris ça, celui qui n'a pas compris qu'il doit vivre pour être, pour exister, c'est celui qui n'a jamais vécu. Lorsque vous dites ceci, je suis né pour servir le Cameroun, le service, c'est quand même une notion assez grande et vaste. Et où est-ce que vous vous situez dans cette vision? C'est-à-dire, vous vous dites, je suis né pour être un élu local, je suis né pour être maire, je suis né pour être député, je suis né pour être président. Qu'est-ce que c'est? Le Cameroun ne suppose pas forcément qu'on soit un élu. Il y a plein de personnes qui servent leur pays et qui n'ont jamais été élus. Et je connais des gens qui ont servi à la très haute administration, ils n'ont jamais été élus, même pas comme chef de famille. Lorsque vous le dites, vous pensez à un poste sélectif? Pas forcément, je pense à rien, je pense à servir mon pays. Je pense à vous savez, le service, c'est d'abord quelque chose de moral. C'est quelque chose qui veut que je ne trahisse jamais, mais alors jamais au grand jamais, l'entité qu'est le Cameroun. Dans tous les domaines de l'existence. Parce que quand on parle de la vie, on ne fait pas forcément allusion à l'existence. Donc tout ce qui consiste d'existentiel, il suffit de servir son pays jusqu'à la mort. Et il y a une chose que mon grand-père m'a enseigné, c'est que plutôt mourir que de trahir sa patrie. Le Cameroun est sacré. Le Cameroun, c'est notre paradis. Après le Cameroun, on n'a plus rien. On n'existe pas. On devient apatride. Vous savez, demain, vous pouvez, vous, Jean Solaire, devenir américain. Vous pouvez devenir danois. Vous pouvez devenir norvégien. Vous pouvez devenir même britannique. Mais ce qui est dans votre âme, ce qui est l'empreinte digitale de votre esprit, ce qui va rentrer après votre mort dans la tête, dans le lieu très saint, c'est votre destin. C'est ce que vous êtes né pour être. Et vous êtes né pour être Camerounais. C'est Dieu qui a choisi vos parents. C'est Dieu qui a choisi votre nationalité. Et moi, je suis né pour être Camerounais et je suis fier de l'être. Vous êtes né je sers dans mon pays dans ce sens. Pour servir le Cameroun. Certains l'ont servi dans le sport, en étant par exemple footballeur. Par exemple. D'autres l'ont servi comme Samuel Eto'o. Autrement. Mais vous avez choisi la politique. Voilà, la politique m'a choisi. On en parlera dans un instant. Le temps pour nous de retrouver la première rubrique de ce programme. C'est rédacteur en ligne. Nous prenons un rédacteur, un journaliste ou un directeur de publication sur un sujet qu'il a traité lui-même pendant la semaine. Et ce jour, c'est François Mboké qui est notre invité. Ce sera dans un instant. Eh bien, notre invité, notre rédacteur en ligne se nomme François Mboké. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire Diapason. Il est en ligne. François Mboké, bonsoir. François Mboké, bonsoir. Je n'ai pas le retour. François Mboké est en ligne. Bonsoir JSK. Bonsoir JSK. Et on va peut-être prendre une légère transition à nouveau pour nous connecter avec François Mboké si la réalisation le permet. Bonsoir JSK. François Mboké est en ligne. Allô, François Mboké, bonsoir. Bonsoir JSK. JSK, bonsoir. Nous n'avons pas le retour de cette communication. Elle est compliquée. Eh bien, je reviens vers vous, Joseph Espoir Billon. Votre engagement en politique commence exactement à quel moment de votre vie? Parlons-en. Allô? Allô? J'avoue que je suis un peu perplexe parce que en 2012, je flirte un peu avec l'UPC. J'ai toujours été un amoureux de la lutte nationaliste. La lutte de Oumyobé, Roland Félix Moumi, Ernest Wandier, et l'histoire que mes grands-parents m'ont toujours racontée. L'histoire du Cameroun. J'ai vécu dans les villages où le maquis a eu lieu dans son épicentre, comme à Ndokso le Belingoy, où le Ben Oumyobé a été assassiné. J'ai été à ces endroits, ces vestiges, je les ai touchés, je les ai palpés, donc l'UPC c'est un peu comme dans mon âme.
Et j'ai vécu cette histoire de André-Marie Mbida avec son discours de Boumiébel. J'ai vécu à Boumiébel, j'ai même passé beaucoup de temps là-bas. Ce qui fait que j'étais très proche de ces partis politiques, même sans forcément y vous engager, oui. Donc en 2012, j'habitais à côté de l'université. Le quartier s'appelait Poulailler à l'entrée du campus 2. Et il y avait... L'université de Douala? De Douala, évidemment, parce que j'étais à l'INSET de Douala. Et il y avait dans notre quartier des jeunes de l'UPC qui faisaient des réunions tous les mercredis soirs. Et très souvent, j'y allais, et je les écoutais, et régulièrement, je sympathisais, j'étais avec eux, mais j'étais vraiment pas politique. Ensuite, puisque j'habitais chez mon oncle qui était conseiller municipal de l'UPC, Monsieur Lucien Dombo, à Douala 5e. Donc, je suis venu à la maison, je voyais des gens venir faire des réunions en Dogbon. J'étais là, je les écoutais. Lors d'un café, ils parlaient des choses politiques. J'étais là, je les voyais. Mais bon, j'avais beaucoup de sympathie pour l'UPC en réalité, mais j'étais pas réellement militant. J'étais rien du tout. Et en 2012, après que je crois qu'il soit mort, 2011-2012, je me rappelle pas exactement, je suis allé à son deuil. La fille de Papine Dombé a fait un accident devant nous. Bon voilà, j'ai assisté à ce deuil, à tout ce que ça faisait et tout. Mais bon bref, je suis rentré comme tous les jeunes de mon âge curieux qui allaient, et j'ai toujours développé au fond de moi l'amour de l'UPC. En 2013, lors des élections municipales et législatives, je vote l'UPC dans ma commune, à Ngoma-Poubi, et l'UPC gagne. Ils ont la mairie, ils ont les députés. C'est dans cette lancée d'ailleurs que Paul Lepold devient député en 2013. Et bon voilà, je suis sympathisant de l'UPC. Sauf que, quelques temps plus tard, en 2017, Cabral Libi apparaissait et il disait qu'il veut se lancer en politique. Toujours le sympathisant. Cabral Libi que vous connaissiez déjà avant? Pas vraiment. En dehors des médias, je le voyais à la télé comme tout le monde. Lointaine. Et quel regard portiez-vous sur lui quand vous le voyez à la télé? Beaucoup d'admiration, beaucoup... J'étais un jeune ébloui, un jeune qui voyait un autre jeune émerger, un jeune éloquent, intelligent, surdoué à la limite. J'appréciais l'homme, je l'idolâtrais presque, carrément. Donc souvent je manquais pas ces émissions, je me réveillais très tôt, j'entrais dans ma voiture, parce qu'à l'époque quand même j'avais déjà une voiture, une Toyota Carina E. À quel âge? J'ai eu la voiture très tôt quand même. À quel âge on peut en parler? Je crois que j'avais 27 ans. 27 ans. Oui. À 27 ans, vous étiez déjà véhiculé et vous admiriez Cabral Libi, disiez-vous. Et à quel moment est-ce que vous le rencontrez? À quel moment est-ce que vous vous engagez auprès de lui dans son je rencontre Cabral Libi la première fois le 27 mai 2017 à Ange Raphaël. Il vient à l'occasion des inscriptions électorales. Je crois que la première fois qu'il venait à Douala pour... C'était sa première sortie politique. Dans le cadre de son mouvement, 11 millions. Oui, c'était là. Et ce jour, on parlait plutôt de 11 millions d'inscrits. Il n'y avait pas vraiment un mouvement. Les jeunes Christian Diokongo, Franck-Martial Fomo, il y avait une fille là qu'on appelait, je crois qu'elle est maintenant en Europe, j'oublie son nom, Astrid Milling. Donc, ils se sont retrouvés, ils ont loué une bâche à l'entrée des étudiants. Campus 1 à Ange Raphaël, ils ont placé la bâche, ils ont vu les gars de l'ECAM, ils sont venus avec une machine. Avec le temps, comme il y avait plus de jeunes qui voulaient se faire inscrire, ils sont venus avec une deuxième, parce que je crois le délégué départemental était venu. Donc on était là, mais moi à l'époque j'étais un chef d'entreprise. J'avais acheté ma deuxième voiture, une Nissan Navara, une pick-up, gris argenté, donc j'ai pris mes employés de mon agence pour les amener pour qu'ils se fassent enrôler. Et à l'occasion, j'avais suivi une émission, je crois, de Paul Maël à une chaîne de télévision Vox Africa, où il commentait que Cabral Libi a annoncé qu'il serait à Ange Raphaël ce matin-là pour l'enrôlement et tout ce que ça faisait. Donc je suis venu avec mes gars, et pour moi c'est une occasion de rencontrer Cabral Libi aussi. J'ai fait ce jour-là vraiment 2 tours. Donc je venais avec les gars qui se faisaient enrôler et après on rentrait. J'ai eu la chance évidemment pendant que j'y étais de voir une pick-up grise or arriver. À l'intérieur il y avait 3 personnes, lui Cabral Libi, Amand Okol et un chauffeur qui les conduisait. J'ai eu la chance de prendre une photo avec lui que j'ai gardé jalousement jusqu'aujourd'hui. Avec votre idole, parce que vous l'admirez? Carrément, oui, bien sûr, je l'admirais bien évidemment. Et donc, dans la même occasion, Equinox était venu faire un reportage qu'on a enregistré à l'intérieur de la barrière
de l'université. C'est ce jour-là que vous j'ai le suivez un premier contact physique avec lui, avec l'homme. Qui vous a marqué en plus. Qui m'a marqué. Et si vous voyez, c'est le 28 mai 2017. Si vous entrez dans mon profil Facebook, vous allez voir, j'avais écrit à tous les cabralistes du monde, levons-nous pour soutenir notre idole. Alors qu'est-ce qui vous dit, qui vous emballe très rapidement dans ce mouvement? Mais je ne suis même pas toujours emballé jusque-là, parce que après ça, je ne me lance pas, je ne rejoins pas le groupe des jeunes, parce que vous savez, avec un peu de condescendance et un peu de recul, je les soutiens de loin. En fait, je ne suis pas avec eux. Ils font des activités, ils continuent à faire des inscriptions. Parce qu'après ça, vous êtes juste un sympathisant. Ils se constituent en association, ils font tout ce qu'ils font. Mais moi, j'interpelle l'un d'eux, Franck Martial Foumo, je lui dis, il faut venir dans mon quartier à PK10 d'Ikahe pour former les gens. Moi, je vais regrouper des gens de mon quartier. Et il commence à le faire. De temps en temps, je lui trouve un demi pour mettre le cadran dans sa moto. Allô? Il avait une vieille moto. Bon, voilà. Allô? Il venait, il formait les gars, une causerie éducative. Bon, voilà, on doit faire. Souvent, il venait avec Allô? Haut-parleur et tout le matin pour annoncer qu'ils vont faire les inscriptions à haute tension. On dit que tout le monde sorte pour aller se faire inscrire. Il marchait dans le quartier, on ne le considérait pas trop. Mais c'était un jeune qui s'est beaucoup vraiment engagé, qui a pris la peine de... Bien, on nous signale, donc on va revenir. D'accord, on nous signale notre invité en ligne, François Bourquet. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, JSK. Eh bien, merci de nous rejoindre finalement. Vous êtes le directeur de publication du journal Diapason, un hebdomadaire. François Bourquet, dans votre dernière sortie, vous titrez, je cite, « L'avenir du Cameroun se joue en Suisse ». Alors, c'est la question première de cette interview. Quels sont les éléments qui vous font dire que l'avenir du Cameroun se joue en Suisse? Mais il ne faut pas comprendre que ce sont d'autres qui vont parler de l'avenir de notre pays chaque fois. Je pense que nous, surtout journalistes, nous devons pouvoir en parler parce que la Constitution du Cameroun dit déjà comment ils font devenir président. L'article 5 dit le rôle du président. L'article 6 parle de la vacance de pouvoir. Ça veut dire que tout a été prévu dans la Constitution de notre pays. Et donc, c'est normal que lorsqu'il y a des mouvements et que la presse, surtout la presse nationale, puisse s'intéresser à ce mouvement. Et c'est donc dans ce sens que nous avons penché nos oreilles pendant le séjour du chef d'État à Genève. Et il nous a revenu qu'en dehors du caractère privé qu'avait cette visite, il y avait également un temps de discussion qui portait sur l'avenir du Cameroun, notamment la succession du président. Alors, est-ce qu'on peut donc en parler exactement? Comment est-ce que ce match, pour ainsi dire, se joue-t-il en Suisse? Est-ce que quels sont les acteurs? Quels en sont les acteurs? Que se passe-t-il exactement? Est-ce que vous en avez des éléments plus illustratifs de ce que votre titre nous donne comme information? Écoutez, JSK, le Cameroun est un pays que vous connaissez, qui n'a pas été colonisé, mais qui a des tuteurs, et dont l'avenir politique et économique ne sont pas laissés au seul choix des Camerounais, vous savez, de Zoom. Alors, il faut que lorsqu'il y a des changements annoncés ou alors prévisibles, il y a des partenaires financiers, des partenaires politiques, ces deux tuteurs que nous avons, et puis avec le nouveau monde, avec les nouveaux, vous savez, G7, G20, aujourd'hui la diplomatie a notre visage, la communauté internationale. Donc l'avenir du Cameroun ne concerne pas que les Camerounais. Et donc, à ce niveau, on a essayé de voir qui pourrait être, si jamais on parle de vacances demain, qui pourrait être ce choix qui pourrait être celui de la communauté internationale. Mais nous pensons que ce choix devrait beaucoup plus commencer par le Cameroun. Parce que notre constitution, comme nous venons de dire, nous dit qu'il doit être président en cas de vacances. Ça veut dire que le président du Sénat qui doit remplacer le chef de l'État en cas de vacances et organiser des élections
au plus tard 3 mois après. Alors, nous pensons que ce débat qui se passe là-bas éclipse un peu les réalités camerounaises. Le chef d'État camerounais, le président de la République du Cameroun, doit être d'abord voté au Cameroun avant d'être arrivé de l'extérieur. Mais tel que nous voyons des choses se passer, on ne pourrait pas exagérer en parlant d'un coup d'État, ne serait-ce que scientifique. François Mbouké, directeur de publication du journal Diapason, dont on peut voir la une à l'antenne si la réalisation le permet. Vous avez parlé de vacances. Et c'est vrai, le chef de l'État est hors du Cameroun depuis le 11 juillet. Il a été annoncé, son retour a été annoncé, mais n'a pas été effectif. Et jusqu'ici, les langues commencent à se délier, parlant d'une possible vacance. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les noms qui reviennent au sein de l'appareil de l'État et au sein du parti au pouvoir, y compris en dehors, qui seraient en réalité en préparation pour la succession du chef de l'État? Est-ce que vous en savez? Écoutez, il n'est pas dit que le chef de l'État va mourir, ou bien qu'il ne reviendra pas. Non, il se porte bien, et il va bien revenir, mais vu son âge, on pense quand même que quelque chose pourrait être fait pour prévoir l'avenir. Je pense que c'est ce qui a poussé à cette rencontre qui était informelle. Mais quant au nom, c'est une série que nous avons ouverte, nous avons continué. Nous vous devons seulement rendez-vous dans nos prochaines éditions. Nous allons mettre les noms, les partenaires et les enjeux qui capturent ces rencontres qui ont eu lieu en Genève. Alors les noms et les enjeux sont déjà beaucoup, on parle déjà dans les réseaux sociaux, ils sont évoqués. Peut-être vous êtes encore en train d'investiguer, de faire des enquêtes là-dessus. On vous comprend, professionnalisme oblige. Mais François Mbouké, vous êtes quand même un observateur averti de la scène socio-politique et économique du Cameroun. Comment est-ce que vous envisagez, vous, l'avenir de ce pays? Il se fera avec M. Paul Biya ou alors sans M. Paul Biya. Comment est-ce que vous l'envisagez aujourd'hui au regard du développement des choses dans notre pays? Non, l'avenir du Cameroun se fera avec le président Paul Biya. Parce que s'il ne le fait pas, ce ne sera pas l'avenir, mais ce sera un chaos. Je pense qu'il en est tellement conscient et c'est pour cela qu'il prend toutes les mesures pour que sa succession qui arrivera un jour ne soit pas quelque chose de chaotique pour la nouvelle génération. Vous savez que dans une de ces instances adresse à la nation, il a dit qu'il faut penser à passer des choses aux jeunes générations. Et c'est donc une indication sur ce qui pourrait arriver, parce que les anciens classiques qui ont été à ses côtés depuis qu'il a accédé au pouvoir à l'administration suprême, pour la plupart sont fatigués aujourd'hui, d'aucuns sont morts, d'autres sont incapables de tenir. Donc l'avenir du Cameroun se fera avec la nouvelle génération. C'est une piste que vous pouvez donner. Et avec le président Paul Biya. Est-ce que le renouvellement des organes de base du parti au pouvoir rentre en droite ligne de la préparation de cet avenir que vous voyez si proche? Absolument, vous êtes bien informé, ce renouvellement n'est pas anodin. Il participe de cette dynamique. Vous allez voir que beaucoup de jeunes vont faire leur entrée. Vous avez déjà vu qu'il y a comment je peux l'appeler, les textes qui ont été rédigés pour le renouvellement des bureaux des organes de base ont fait beaucoup de restrictions pour certaines catégories de personnes. C'est-à-dire permet que la jeunesse qui a été délaissée jusque-là, il est temps du MDC qui a été délaissé puisse entrer dans les affaires et peut-être créer donc un nouveau groupe, une nouvelle organisation sociale, donc le MDPC, qui pourra avoir une nouvelle dynamique, impulser de nouvelles visions et peut-être pouvoir gérer le pays en cas d'absence ou d'empêchement du chef d'État actuel.
Merci beaucoup François Bocquet de nous avoir accordé ces quelques minutes. Vous étiez le rédacteur en ligne dans notre programme de Prime Guest et nous vous avons suivi, moi et mon invité Joseph Espoir Billon, qui est le 6e adjoint au maire de Douala 5e. Il est également le président régional du PDC, parti de lui Tobimbida, pour ainsi le dire. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation. Bonsoir à monsieur le maire. Merci beaucoup au DP. Merci, on va poursuivre avec vous. Alors, on va aller très rapidement dans votre, comment dire, votre alliance, votre amour, votre engagement auprès du PCRN. On a déjà compris comment vous rencontrez Cabral Libye, mais lorsque vous vous engagez dans ce parti, quelles sont les circonstances de votre engagement? Il faut déjà dire que le PCRN apparaît à mon niveau en mai 2019. Oui, bien avant. Le PCRN. Et avant le PCRN, c'était Univers. Il y a d'abord Univers. Oui. Où le président Cabral Libye est présenté comme candidat à l'élection présidentielle de 2018. Alors, vous êtes déjà dans le parti Univers pour le soutenir? J'ai soutenu Cabral Libye, je l'ai toujours soutenu, mais jamais je n'ai été militant du parti Univers. Ni de près, ni de loin, même pas sympathisant. Vous participez à la campagne électorale pour l'élection présidentielle? Évidemment, j'ai participé énormément. J'ai donné mon temps, ma volonté, ma disponibilité et mes petits moyens à mon niveau. Peut-être 1 000 francs ou 2 000, ça dépendait. Mais pour le moment, à mon niveau, en 2018, je me suis mis au four et au moulin pour que le président Cabral Libye devienne le 3e chef de l'État du Cameroun. Et le score final vous a déçu? Il est 3e. Il est classé 3e. Le score final ne m'a pas déçu. Il faut reconnaître que nous avons obtenu carrément une reconnaissance nationale. Le président Cabral Libye est l'un des rares Camerounais à avoir pu obtenir plus de 5% à une élection présidentielle. Je pense que dans tout le Cameroun, ils sont peut-être 5 seulement. Et donc, aujourd'hui, il fait partie des 5 personnes qui ont pu obtenir au Cameroun plus de 5% à une élection présidentielle. Il est donc une personne exceptionnelle. Et qu'est-ce qui explique que vous vous sépariez d'une personne que vous jugez exceptionnelle de cette façon? Parce que vous êtes quand même, à un moment donné, vous défrayez la chronique parce que vous claquez la porte du PCRN. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui pourquoi? Bien évidemment, vous savez, je venais de vous dire à l'entame de l'émission que, c'est vous qui me l'avez rappelé, je suis né pour servir le Cameroun. Et rien, mais alors rien n'est au-dessus du Cameroun. En tout cas, pour moi, rien ne vaut le Cameroun. Qu'est-ce qui est la cause du divorce? Parce que dans votre message, le 3 mai, vous dites que vous parlez de définitivement. Je dis définitivement. Définitivement, ça veut dire que le divorce avait déjà commencé. Il y avait beaucoup de difficultés à mon niveau. Premièrement, je suis le maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Porté à ce niveau par le PCRN. Par le PCRN. Oui. Je m'étais promis d'éviter de déballer tout, de peur que ça pourrisse à l'intérieur. Je m'étais dit, je sors du PCRN et je dirais pas les vraies raisons qui m'ont vraiment poussé à la porte, de peur que ça semble à un sabotage ou à un lynchage. Je me suis dit, pour garder de la hauteur et pour être toujours considéré, il faut que je sois quand même un homme de classe exceptionnel qui ne descend pas, qui n'entre pas dans la gado pour faire dans le sabotage. Mais il faut reconnaître que le PCRN est un parti dirigé en majorité par des jeunes qui n'ont pas une expérience avérée en politique. Donc on peut leur tolérer beaucoup de manquements et c'est dans cet ordre que j'ai classé beaucoup de choses. Beaucoup de nos manquements. Est-ce qu'on peut avoir quelques manquements, ceux qui ont justement suscité le divorce dont vous parlez? Je peux vous dire en réalité, si je suis parti du PCRN, c'est parce que j'avais estimé que le moment était arrivé que je parte.
et que je n'étais pas vraiment trop important pour le président national en restant dans le PCRN. On dit que le parti avait déjà quand même observé que vous étiez un peu récalcitrant, méprisant. On vous reprochait quand même une certaine attitude déjà dans le parti. Est-ce que c'est ces reproches et toutes ces ces observations faites par la hiérarchie du parti qui il n'y a jamais de fumée sans feu. S'ils le disent, peut-être qu'ils l'ont constaté. Mais je ne suis pas à leur place pour pouvoir le dire ici. Donc je pense qu'ils sont très bien placés pour pouvoir apporter des explications à ce qu'ils ont dit. Ce que moi je dis, c'est que je m'abstiens de ne rien dire de mal pour ce parti qui m'a porté aujourd'hui devant les feux des projecteurs. Je suis bien évidemment 6e adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala 5e parce que le PCRN m'a porté comme tête de liste. Parce qu'il faut savoir, on peut devenir maire, mais en partant d'ailleurs. Moi, je suis parti de la tête de liste, ça veut dire le numéro 1. Ça veut dire que le PCRN de Cabral Libye avait estimé que j'étais la personne la mieux indiquée pour porter le flambeau du PCRN à la commune d'arrondissement de la 5e. Cela m'a valu toutes les jalousies du monde, tous les soubresauts que ça a fait et tout ce que ça a fait. Et lui-même, Cabral Libye, individu, je sais ce qu'il en a eu comme... Mais bon, voilà, c'est passé. Alors, vous racontez très bien les sacrifices qu'un leader a dû subir pour vous élever. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dans la peau d'un traître lorsque vous le dites, pour avoir de cette façon abandonné un projet qui vous a porté, qui vous a élevé, un leader qui a cru en vous et dont vous étiez presque un admirateur? Vous savez, le meilleur artiste sur une scène est celui qui comprend que le public n'a plus besoin de lui et qui choisit de descendre avant qu'on ne commence à le huer. Alors le PCR n'a pas besoin de vous? Peut-être. Dans tous les cas... C'est ce que vous semblez dire. Dans tous les cas, vous êtes un journaliste, un très bon d'ailleurs. J'ai aussi essayé de m'outiller avant cette émission pour savoir qui vous étiez. Merci. Et je vous rassure que vous trouverez suffisamment d'éléments qui justifieraient, même dans les réseaux sociaux, ma démission. Suffisamment. Lorsque vous êtes dans une famille et qu'on n'a plus besoin de vous, que vous insistez et qu'on n'a pas besoin de vous, que vous faites n'importe quoi et même l'impossible, mais on n'a toujours pas besoin de vous, si vous continuez à rester là, c'est que vous ne tenez pas à vous. Alors la vérité donc qui s'impose à nous, c'est que c'est le PCRN qui systématiquement s'est séparé de vous. Le PCRN n'avait plus besoin de moi en tout cas. Est-ce qu'ils se sont séparés de moi? Non. J'ai dit que j'avais démissionné. Non, ils n'avaient pas démissionné, peut-être qu'ils m'auraient exclu. Dans tous les cas, ils m'auraient forcément envoyé à la poubelle de l'histoire de la politique. Alors, est-ce que vous Donc, je leur ai simplement facilité la tâche. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reconnaître que vous êtes quand même un personnage difficile et que tous ces reproches que vos collègues, vos confrères, vos camarades pouvaient faire sur vous, qui leur peut-être rendaient la vie difficile, sont avérés quand vous dites que le PCRN aurait un jour ou l'autre vous aurez envoyé à la poubelle? Est-ce que vous étiez devenu un déchet pour le PCRN? Peut-être. Ils sont très bien placés pour le... Quelle est votre perception, vous? Ma perception en moi, c'est que je suis un Camerounais patriote qui adore le Cameroun et qui donnerait sa vie pour son pays. Et lorsque je dois prendre une décision entre le Cameroun et n'importe quoi, et même pas ma vie d'ailleurs, je choisis le Cameroun. Pour le moment, je me suis retrouvé dans une situation qui n'arrangeait pas mon parti politique. Je me rappelle un jour où j'ai fait un post où je parlais très bien du président de la République. Ça m'a valu d'être taxé de militant du RDPC. Oh, Bion est déjà au RDPC. Bion est ici. Bon, voilà. Je me rappelle que en interne dans mon parti, on a pris une mesure qui consistait à demander aux gens de ne plus aller dans les chaînes de télévision. Parce que moi, j'y allais toujours. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que si je continuais à rester dedans, je devais peut-être détruire le parti de l'intérieur. Et pour l'amour que j'ai pour ce parti, et pour l'intérêt supérieur que je tiens à voir Cabral Libye continuer plus loin dans la politique, il fallait que je libère son chemin pour que je ne sois pas la pierre d'achoppement qui l'empêcherait d'aller aussi loin. Pour que je lui donne la possibilité d'accomplir son destin sans que je ne sois l'obstacle qui est sur son chemin. C'est clair, on dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de malheur, mais malheur par qui ce malheur arrivera. Donc moi, j'ai choisi de ne pas être le malheur qui sera sur son chemin.
et de me positionner comme cet instrument-là entre les mains de mon pays qui sera le moment un jour utile. Peut-être que j'ai été utile en sortant du PCRN. Vous savez, le divorce n'est pas toujours quelque chose de mal. Si vous avez votre fille qui est avec son mari et que vous savez que à tout moment, elle risque de faire du mal à son mari, si vous aimez son mari, vous conseillerez à son mari de divorcer. C'est l'inverse, ça sera la même chose. Et moi, je pense que notre relation entre le PCRN et moi était déjà suffisamment désagrégée que rien de bon ne pouvait plus en sortir. La meilleure façon, la meilleure union, la meilleure solution pour nous deux était que je quitte cette organisation pour l'intérêt de cette organisation, pour l'intérêt de mon pays et pour qu'il puisse davantage émerger, qu'il puisse avancer. Je sais qu'il y a plein de jeunes dedans avec une forte énergie. Il y a Christian Diokongo qui a doctorat en sciences politiques, je souhaite qu'il ait son doctorat le moment venu, qui a une expertise avérée en politique. Il y a des jeunes, il y a Nouran Foster qui est un député brillant qui a toujours su attirer l'attention et beaucoup. Il y a Roland Goïchi. Vous avez gardé de bonnes relations avec ces cadres du PCRN depuis votre départ? Oh, je n'ai de mauvaises relations avec personne au PCRN. Vous avez gardé un contact avec le président Kabal-Libi, par exemple? Avec tout le monde. Ne soyez même pas surpris au sortir de cette émission, mon téléphone sonne, que c'est lui qui m'appelle. Donc, je peux vous rassurer une chose, c'est qu'avec tout le monde au PCRN, sans exception, j'ai gardé de très bons rapports, de très bonnes relations. Et même lorsque j'ai été attaqué directement et frontalement avec la personne, je suis rentré vers lui pour lui dire, mais franchement, c'est la politique, je ne te tiens pas à rigueur, je ne suis pas fâché contre toi. Je me rappelle l'avant-dernier conseil municipal qui a eu lieu à la mairie, il y a le PCRN qui a fait une sortie pour demander que je sois destitué en tant que maire parce que j'ai été élu par le PCRN. Le préfet a pris la parole pour leur dire il ne connaît aucune disposition de la loi qui prévoit ça, mais lorsqu'ils trouveront cette disposition, le tribunal administratif est compétent pour cela. Et jusque-là, je suis rentré, et c'était un monsieur Yanga, un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Je suis allé lui dire non, tu es mon papa et je sais à quel point tu as contribué pour que je sois maire. Je ne t'en tiens pas rigueur. C'est la politique. Je pense que vous êtes dans votre droit de réclamer ce qui vous revient. Donc, si le PCRN, dans ces démarches, réussit à obtenir leur poste, comme ils appellent très clairement, leur poste de 6e adjoint au maire, et bien évidemment, ils l'auront. Moi, je dis toujours une chose, je suis légaliste, je suis patriote, je sers mon pays. On se serait attendu aussi, Joseph Espoir Billon, que vous démissionniez de votre poste de 6e adjoint au maire. Est-ce que démissionner de mon poste de 6e adjoint au maire, c'est rendre service au Cameroun? Ce serait être cohérent avec vous-même, puisque vous avez été élevé à ce poste par le PCRN. Ce que je vous ai dit ici, qu'est-ce qui est plus important? Servir le Cameroun ou être cohérent avec moi-même? Alors, vous pouvez être cohérent avec vous-même et servir le Cameroun de ce fait, parce que vous faites, en étant à cette position, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Les regards sont portés sur vous. Les regards qui sont portés... Alors, on a l'impression, lorsqu'on vous écoute, que après avoir obtenu ce que vous aurez voulu avoir du PCRN, vous vous en séparez aisément, comme si c'était ça votre objectif. Je peux vous aider. Je suis le seul adjoint au maire qui n'a jamais demandé à être adjoint au maire. Jamais. J'ai été carrément presque obligé de devenir adjoint au maire. Lorsque le PCRN m'a dit tu seras adjoint au maire, je leur ai dit ça ne m'intéresse pas. J'ai fait une émission d'Equinox Soir où je disais je ne veux pas être adjoint au maire. J'ai plein de camarades dans mon parti politique qui sont allés rencontrer les conseillers municipaux du RDPC, la tête de liste, M. Richard Fengouan, qui ont fait toutes les propositions, qui ont trouvé tous les lobbying pour pouvoir être adjoint au maire. Ils ne le sont pas devenus. Je connais plein de gens au SDF qui ont voulu être adjoint au maire, ils ne sont pas devenus. Je n'ai assisté à aucune réunion, je n'ai fait aucune concertation, je n'ai rien fait pour devenir adjoint au maire. Je me suis surpris devenu adjoint au maire alors que j'étais en pleine séance du conseil de plein droit à la chapelle catholique de Bounamoussadi. J'ai découvert là-bas et encore que j'ai appris que mes camarades conseillers municipaux qui ont été élus, nous sommes 11 au conseil, qui ont été élus pour le cadre du PCRN, ont fait une concertation à 10. Parce qu'ils m'ont appelé, j'ai refusé que je ne partais pas. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Ils ont fait donc une concertation, ils ont décidé eux seuls là-bas que j'étais candidat pour devenir adjoint au maire. Ils ont fait leur vote eux seuls là-bas, ils ont décidé là-bas que j'avais gagné. Donc, des primaires qu'ils avaient organisées seuls. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'on dise que c'est ce que j'ai calculé, ce que je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais voulu, j'ai toujours rejeté. Franchement, j'ai envie qu'on comprenne ici pourquoi je suis cohérent ou pourquoi eux, ils sont cohérents.
qu'il ait insisté que c'est moi qui devais être adjoint au maire, qu'aujourd'hui il vient demander que je ne sois plus, qui n'est pas cohérent. Dans tous les cas, je n'ai pas envie de les condamner. Je ne veux pas dire un mot ici qui va le faire du mal. Vous avez pensé à la démission lorsque vous démissionnez du PCRN, avez-vous songé à démissionner également du poste de maire? Dans tous les cas, ça vous est venu quand même à l'esprit? Vous êtes journaliste. Vous devez faire ces enquêtes. Si je devais démissionner, je dois déposer ma démission auprès du maire, du président de l'exécutif, donc du chef de l'exécutif qui est le maire Félix Fengoua. Je vous envoie vers lui pour que vous ayez des informations. Vous pouvez, et celui qui, au niveau de la mairie, gère le personnel, donc qui connaît qui fait quoi, c'est la secrétaire générale. Je vous envoie vers elle aussi pour que vous ayez cette information. Vous pouvez avoir la possibilité de savoir si un jour j'ai songé à démissionner. Et si je l'ai pensé à le faire avant même de démissionner du PCRN. Parce qu'à un moment, j'ai pensé que ma liberté et ma quiétude viendaient du fait que j'abandonne le poste de 6e adjoint au maire, qui était un outil de chantage pour le parti. En fait, qu'est-ce qui vous a pas envie de tirer sur ce parti. Qu'est-ce qui vous a donc fait la seule chose que je voulais demeurer à ce poste avec votre émission du PCRN? Qu'est-ce qui vous oblige à y être? Encore que au jour d'aujourd'hui, pour l'intérêt supérieur de l'État, je vous dirais pas ce qui m'oblige à y être. Parce que j'ai dit ici encore au début, à l'entame de mes propos, le Cameroun était important. Et j'ai encore dit une autre chose. Je vais vous dire un truc. L'élégance, la preuve et la certitude est que Cabral Libi affiche son ambition de me voir partir de parce que la mairie ne peut pas me contraindre d'y aller. Par exemple, il peut faire un tweet sur Twitter ou même un Facebook. Il me demande de démissionner de ce poste. Il ne l'a jamais fait. Et je vous mets au défi, Cabral Libi ne m'a jamais demandé de démissionner de ce poste. S'il le faisait, vous démissionnerez? Par exemple, voilà une possibilité. La voix la plus autorisée du PCRN ne m'a jamais demandé de démissionner. Donc au jour d'aujourd'hui, je vois des gens gesticuler et faire tout ce qu'ils font. Cabral Libi était très bien placé pour faire un tweet ou même sur sa page Facebook pour demander que je démissionne ou qu'il le fasse. Mais moi j'ai suivi une émission à B-News où il disait qu'il ne regrette pas que je sois adjoint au maire. C'était face à Célestine Bichaga. Donc, au jour d'aujourd'hui, qui est incohérent, je ne sais pas. Est-ce qu'en démissionnant, je lui rendrai service? Qu'est-ce qui dit que quand je ne serai plus adjoint au maire, c'est le PCRN qui sera toujours? Parce qu'aucune disposition de la loi ne dit que si je ne suis pas adjoint au maire, ça sera un conseiller du PCRN qui doit être. Non, la loi ne dit pas ça. Prenez la loi. La loi demande que le conseil reflète au maximum en fait, que l'exécutif reflète au maximum le conseil. Dans l'exécutif communal de droite, il y a 3 partis politiques. Il y a le PCRN, il y a le SDF, il y a le RDPC. Pour le cas d'espèce, de PCRN a 11 conseillers municipaux, le SDF a 7, le RDPC a 43. Donc, si je ne suis pas là, ça peut même être un conseiller municipal du SDF qui peut devenir maire. Même du RDPC, plus autant de Foning. En 2013, quand Foning devient maire, c'est tout. Le RDPC avait les 6 adjoints au maire. Et mieux encore aussi, ce qu'il disait en loi de proportionnalité, le PCRN pensait qu'il méritait avoir un grand conseiller, jusqu'à aujourd'hui, ils n'en ont pas. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête la politique des invectives et des distractions. Moi, j'ai dit, travaillons pour le Cameroun, travaillons pour notre pays. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Vraiment, je ne suis pas entré en politique pour saquer les autres, pour mentir sur les noms des gens ou pour saboter. Je suis entré en politique pour que mon destin s'accomplisse. Et je pense que je suis sur le chemin de l'accomplissement de mon destin. Et ce qui a été prévu va s'accomplir. Ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que je suis plus subtil ou plus sage. Non. C'est parce que je suis né avec le destin qui va s'accomplir, avec ou sans eux. Dans tous les cas, je suis sur un chemin qui est tracé, qui ne dépend pas de moi. Et j'ai emprunté de vivre. Je continuerai de vivre jusqu'à ce que le moment venu, je finisse par mourir. Le président Paul Biya a fait pour lui dans notre pays. Le président Amadou Ahidjo a fait pour lui. André Marie Bida a fait pour lui. On a vu des gens comme Mathias Djoumessi qui ont fait pour eux les Claude Akonon. On a vu les Ruben Oumiobe, les Roland, Félix Roland Moumi, les Ernest Mondi. Tous ces gens ont chacun à sa manière contribué à construire l'édifice Cameroun. Moi, je travaille pour que cette nation soit levée au firmament des grandes nations. Je travaille pour que mon empreinte reste comme étant un enfant patriote qui a aimé son pays, qui s'est donné à fond jusqu'à sa vie, si cela est nécessaire un jour, pour que le Cameroun rayonne parmi les grandes nations. Joseph Espoir Billon, votre destin vous a conduit au PDC. Absolument. Parti des démocrates camerounais. On en parlera dans un instant. Le temps pour nous de retrouver la prochaine rubrique, c'est l'invité de l'ombre. Nous avons un invité de l'ombre, la personne de Cédric Penda Mokoko. Il est le président de la Cameroun Diaspora Kenya Association. Dans un instant.
Eh bien, Cédric Penda Mokoko est le président de la Cameroun Diaspora Kenya. Il est basé à Nairobi. Cédric Penda, merci de nous retrouver. Bonsoir. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Jessica, premièrement, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce matin. Et je salue aussi tous les panélistes. Cédric Penda Mokoko, vous êtes un immigré et vous vivez à Nairobi depuis plus de 25 ans. Vous êtes au courant de cette nouvelle qui a défrayé la chronique. Une jeune Camerounaise décède dans le désert alors qu'elle tente avec ses compatriotes à rejoindre l'Occident de manière clandestine. Qu'est-ce que cela vous suggère, cette actualité? Oui, j'ai appris ce décès et vraiment c'est vraiment triste. Que nous perdons nos enfants de cette manière. Et aussi, ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon que les images marchent, ça part partout à travers le monde. Ça, c'est déjà quelque chose qui, c'est pour atteignir aussi l'image du pays, puisque lorsque c'est partout dans l'Internet, ça donne une mauvaise image pour le pays. Bien sûr que c'est pas le gouvernement qui envoie les gens à l'étranger en tant que tel. Mais c'est aussi, je veux aussi souligner un échec. Un échec pour nous les parents et aussi les partis politiques et bien sûr le parti au pouvoir que je sais très très bien. Je sais le parti au pouvoir, tout cela c'est l'échec, ça nous interpelle de se réveiller et de travailler plus dur et d'essayer de voir comment on peut trouver des solutions pour la jeunesse du Cameroun. Puisque déjà, c'est récemment que j'ai suivi que... C'est-à-dire que Penda, on comprend que c'est un échec. De nombreux Camerounais prennent la route de l'étranger en aventure, parfois sans moyens de survie, sans avoir étudié le chemin. Tout se fait contre la réglementation en vigueur en matière d'immigration. Mais comment faire, selon vous, pour arrêter cela? Vous avez parlé de l'échec des partis politiques et même du gouvernement, de même du Rassemblement démocratique camerounais dont vous êtes membre. Qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ce départ clandestin de nos jeunes du Cameroun pour une destination parfois inconnue? Oui, Jessica, moi je pense que c'est simple. Il faut arrêter de tourner, de contourner. Le problème du Cameroun, Jessica, c'est l'argent. L'argent est mal distribué au Cameroun. Les ressources nationales sont mal distribuées. Et même s'il faut dire qu'on les distribue, mais les gens ne reçoivent même pas. Par exemple, disons, les communes ne reçoivent même pas l'argent à temps. Alors, quand un gâteau national est mal partagé, c'est ça qui va toujours amener les incompréhensions. Puisqu'il est inadmissible quand on te dit que, par exemple, l'argent que la commune reçoit, qu'ils collectent, ils envoient ça à Yaoundé. Ça doit d'abord aller à Yaoundé, et après Yaoundé va maintenant faire son plan et pour distribuer ça dans les communes. Mais parfois, ça ne vient même pas à temps. Il faut vraiment qu'on laisse les communes être autonomes. C'est un appel que je lance au gouvernement que j'aime très bien, de laisser les communes être autonomes pour qu'ils puissent travailler pour la population. Quand on parlait de la décentralisation, ce n'était pas qu'on va toujours lire ça sur les papiers, dans des discours, mais sur le terrain, il n'y a rien. Le temps là est déjà passé. Il faut... C'était Cédric Penda. Merci beaucoup, Cédric Penda. Thank you very much. Merci pour ce temps que vous avez accordé. Vous étiez l'invité de l'ombre. On peut retenir l'autonomie des communes. Ça revient toujours, la décentralisation. Mais avant de vous poser cette question à vous, je voudrais qu'on poursuive dans ce plan du parcours de votre parcours, ce plan de votre parcours.
comment est-ce que vous rencontrez le PDC? Est-ce que lorsque vous partez du PCRN, vous avez déjà préparé votre entrée au PDC, où je rappelle que vous êtes président régional, il faut le dire. Du littoral. Voilà. C'est-à-dire que vous montez d'un cran en matière de responsabilité dans un parti politique. Déjà que même dans l'organisation de Cabral Libye, j'étais président national en charge du lobbying. Donc j'ai toujours eu des responsabilités, pas des moindres. Donc en réalité, je quitte le PCRN. Moi-même je suis surpris comment j'ai quitté le PCRN. Je ne sais pas préparé. Je suis exaspéré et je suis carrément au bout. Vous savez, quand vous connaissez quelqu'un à un bout, il n'a plus rien à faire. Il lui reste une chose, c'est se battre. Et il va sortir par n'importe quel moyen, ou alors il va mourir. Et moi j'étais au bout et je n'avais rien d'autre à faire. Et soit je meurs, soit je sors. Et je me suis battu et je me suis retrouvé ailleurs. On peut dire que vous vous êtes sauvé alors. J'ai envie de dire que je me suis sauvé du PCRN. Je me suis sauvé. C'est le PDC qui vous a sauvé, puisque vous entrez au PDC juste après. Non. Le PDC. Est-ce que c'est l'offre que vous a faite le PDC qui vous... Je vous rappelle ici que le PDC, c'est un parti de mon enfance. Un parti que mes parents m'ont parlé du PDC, ils m'ont parlé de l'UPC, ils m'ont parlé du KNDP, de Django Foncha. Voilà des partis politiques qui sont ancrés dans mon agenda, dans mon cortex, dans mon âme, dans mon esprit. Je vis, je respire ces partis politiques. En fait, je suis beaucoup plus... Même étant dans le PCRN, vous sentiez les gènes du PDC en vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Étant au PCRN, je peux vous dire une chose. Au PCRN même d'ailleurs, on a souvent vanté l'esprit de l'UPCisme. J'ai assisté une fois à une conférence à Boumiobel tenue par Cabral Libye où il parlait de l'UPCisme de Boumiobel. On pense que le PCRN a en lui une idéologie UPCiste, même si en réalité c'est un parti qui a une autre appellation que l'UPC. Mais en réalité l'UPCisme est une idéologie, est une façon de penser, est une convergence, est une politique nationale. Et c'est ça que Cabral Libye enseignait. Donc, c'est ça que vous retrouvez dans le PDC aussi. Nationaliste. Et André-Marie Mbida, au-delà de sa dimension de chef d'État qu'il avait un souci nationaliste, celui de protéger les Camerounais à tout prix et à tous les prix. Et c'est ça qui me hante. C'est ça qui... Parfois j'ai l'impression que je suis possédé, que je suis habité par un esprit qui adore le Cameroun, qui vit le Cameroun, qui incarne le Cameroun, qui restitue le Cameroun. C'est ça qui était en Oumiobe, c'est ça qui était en André-Marie Mbida, c'est ça qui était en Haïdjo, c'est ça qui trouble Paul Biya aujourd'hui. Parce qu'il a le devoir de restituer l'âme du Cameroun intacte avant de s'en aller. C'est clair qu'il va tôt ou tard embrayer le chemin de retour vers Dieu. Mais avant qu'il ne prenne ce train qui le ramène vers son lieu saint éternel, il doit pouvoir restituer l'âme du Cameroun, comme André-Marie Mbida, comme Ruben Oumiobe, comme Amadou Haïdjo, comme tous ces grands hommes-là ont travaillé pour le Cameroun. Le Cameroun a une vie, le Cameroun a une âme. Et cette âme-là, ça ne dépend pas des politiques de nourriture. Parce que 90% des hommes politiques que vous voyez dehors là, ils font la politique pour vivre. Ils font la politique pour exister et pour se nourrir. Moi, je ne fais pas la politique pour vivre. Moi, je ne fais pas la politique pour avoir raison ou pour avoir tort. Moi, je fais la politique pour servir le Cameroun. Et vous pensez que vous le ferez mieux dans le PDC? Bon, je ne suis pas entré en politique pour faire mieux que les autres. Je suis entré en politique pour accomplir mon destin. Est-ce que le PDC peut servir davantage vos ambitions? Encore que je n'ai pas d'ambition en politique. Oui, je n'en ai pas. Alors, ça veut dire que quand vous entrez dans le PDC, c'est juste parce qu'il faut déposer ses bagages quelque part? Non, quand je sors du PCRN, le MRC me tend la main, officiellement, j'ai des rencontres de tous les hauts cadres presque de MRC. Qui, par exemple? Je ne veux pas dire les noms ici. Vous avez rencontré le professeur Maurice Kanto? Je ne veux pas dire les noms des gens ici parce que je pense que qui vous dois respecter. Qui vous tend la main dans le MRC? Le MRC me tend la main officiellement. Tout le MRC. Franchement, sans exception. En dehors du MRC, il y a le FDC de Emilia Tangana qui me tend la main. Il va même plus loin. Il me fait toutes les propositions du monde.
Alors c'est un jeune comme moi, il m'adore, il m'admire. Vous êtes donc comme un beau joueur qui intéresse tous les clubs. Le SDF envoie plusieurs fois des émissaires qui me rencontraient. J'ai même été reçu par un député du SDF, traité aux petits soins, bien fait tout. Et le RDPC, alors je suis au milieu de la flamme. Je suis à la mairie, donc le maire Richard Fengwa, c'est le président de section RDPC de Douala 5e. Tous les autres adjoints, c'est le RDPC. Donc le RDPC ne cache pas son Et pourquoi vous refusez toutes ces mains tendues? Ce sont quand même des grands partis politiques qui sont bien, comment on dit, qui ont des pieds sur terre. Le MRC, le RDPC, le STF, vous tend la main. Mon destin, c'est au PDC. Ma vie, c'est au PDC. Mon avenir, c'est au PDC. Je ne choisis pas le PDC, mais le PDC me choisit. Quand j'entre au PDC... Comme le MRC vous a choisi. Tout comme le SDF vous a choisi. Oui, ils ont fait des propositions. Tous ces partis vous ont choisi. Oui, mais j'obéis à mon destin. Vous savez, je ne me lève pas un matin... Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans le MRC, par exemple? Par exemple. Pourquoi vous refusez? Mon destin. Mon destin ça ne donne pas, ça ne s'accroche pas. Je suis mon instinct, je suis ma vision, je suis ma vie, je suis mon âme. Et mon âme s'accroche et se dépose au PDC. Je sens le PDC. Je vous ai parlé tout à l'heure de... Il y a quelque chose au PDC qu'il n'y a pas dans les autres partis politiques. Il y a quelque chose au PDC. C'est l'âme du Cameroun. Et l'âme du Cameroun s'incarne dans une institution. Et c'est ça qui attire mon âme, qui attire mon esprit. Et ça, c'est dans le PDC. Ce n'est pas les hommes qui sont dans le PDC. Ce n'est pas un problème d'idéologie ou n'importe quoi. C'est ce que ça représente. Le PDC, c'est les vestiges. C'est le Cameroun. Et regardez notre devise. C'est le PDC. Regardez notre drapeau. C'est le PDC. Regardez notre hymne national. Le PDC a une histoire qui est ancrée dans le Cameroun. Les profondeurs des entrailles de notre pays, notre âme respire le PDC. Et le PDC, c'est ma vie. Joseph Espoir Billon, dans environ 5 à 10 minutes, on va fermer cet entretien. Je voudrais qu'on pose un regard sur une actualité. De plus en plus, vous entendez parler de l'homosexualité et des actions qui sont menées ici et là, soit pour condamner, soit pour promouvoir l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sujet qui vous intéresse? Bien évidemment. Je vous ai dit ici que l'intérêt supérieur de l'État primait au-dessus de tout. Et au Cameroun, la loi de notre pays condamne l'homosexualité. Et donc, aucun Camerounais ne devrait débattre dessus. L'homosexualité est une abomination, point. La loi condamne ça au Cameroun, oui, point. Et lorsque vous observez, par exemple, des homosexuels poursuivis dans la rue, comme c'est le cas de faits d'actualité tout récent et tabassés, qu'est-ce que cela vous suggère, vous? Ça vous fait peur? Bien que la loi condamne l'homosexualité, la même loi condamne la vindicte populaire. Donc ça ne leur donne pas le droit de fouetter quelqu'un. En fait, la loi condamne le vol. Quand vous arrêtez un bandit, vous n'avez pas le droit de le fouetter. Vous le remettez au service compétent. Donc, c'est vrai, la loi camerounaise condamne l'homosexualité. Et là, on est intransigeant dessus. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. L'homosexualité est interdite au Cameroun. Notre âme nationale n'accepte pas ça. Franchement, il y a des pays de liberté où l'homosexualité est tolérée. J'ai été très fier d'apprendre que notre concitoyen avait obtenu un visa pour les États-Unis pour aller vivre sa liberté sexuelle. De ce côté là-bas, au Cameroun, c'est condamné. Au Cameroun, on n'en veut pas. Au Cameroun, notre tradition ne veut pas entendre parler. Maintenant, ça ne donne pas le droit aux Camerounais, pour quelque raison que ce soit, de traîner quelqu'un de cette manière-là. Les vidéos que j'ai vues sont intolérables, inacceptables, et on doit les condamner. On ne peut pas permettre que les Camerounais, sous aucun prétexte, face des violences de cet ordre-là. Nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays de légalité, nous sommes un pays qui veut que les institutions soient respectées. Si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, dénoncez-le. La justice est là pour cela. Et moi je pense que nos confrères qui l'ont fait, peu importe la raison qu'ils avaient, ils ont tort. Ils ne devaient pas s'attaquer à son intégrité physique. Jamais. Alors, un autre sujet. Aujourd'hui, les communes de Douala sont sollicitées par les déplacés
de guerre venus du nord-ouest et du sud-ouest et peut-être l'extrême nord. Vous vivez cette réalité dans votre commune? Absolument. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises à votre niveau pour l'intégration de ces déplacés de guerre? Ces déplacés, dans la moindre mesure, le service social de la commune, vraiment le service social de la commune, apporte l'assistance à quelques-uns d'eux, parce que tous ne sont même pas enregistrés au niveau de la commune. C'est pour ceux qui sont venus. C'est quelques-uns qui sont venus à la mairie, on leur a apporté une assistance dérisoire. Franchement, il faut savoir que le budget de notre mairie est strict. Et si le budget est prévu pour l'année 2022 pour acheter les tables de bureau dans les bureaux des agents au maire, si on utilise cet argent à aider un déplacé de guerre, ça sera géré sur le plan de la loi comme il faut de gestion. Autrement dit, les déplacés de guerre constituent un réel problème pour vous, puisque rien n'a été prévu sur le plan budgétaire. On parle de votre commune, justement. Oui, pour nous particulièrement, on n'a pas aménagé une ligne pour cela. Mais dans le cadre social, il y a des lignes qui correspondent, qui sont proches de la sociabilité. Donc de trouver une solution sociale à ces Camerounais qui n'ont pas demandé à se retrouver dans ces conditions-là. Et à la mairie, je crois que je ne suis pas le maire en charge des affaires sociales. Madame le maire, Madame Obama, serait très mieux placée pour répondre à ce type de questions. Mais je suis certain que au niveau de la mairie, le service social a pris des dispositions bien poussées. Parce que plus d'une fois, j'ai vu les déplacés de guerre venir à la mairie, en fait, les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, venir à la mairie pour avoir l'assistance. Je les rencontrer dans les couloirs, mais je ne suis pas le maire en charge de gérer ces questions-là. Qu'est-ce que l'homme politique que vous êtes, quelle est pour vous la solution pour sortir de cette crise? Je ne veux pas qu'on revienne sur des causes. Lorsque vous, au PDC, puisque vous êtes désormais un cadre du PDC, vous regardez aujourd'hui les faits qui sont relatés sur les réseaux sociaux, qui concernent la lutte contre les sécessionnistes dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, ou alors la lutte armée pour la sécession menée par des Camerounais dans cette partie du Cameroun. Qu'est-ce que cela vous suggère? Quel genre de solution peut-on envisager selon vous pour mettre fin à ça? Avant de proposer la solution, je voudrais dire ici qu'il y a des événements qui vont finir toujours par arriver. Dans le livre de Proverbes, il est écrit Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Et tout à l'heure, je vous ai rappelé que il est impossible qu'il n'arrive pas de malheur. Mais malheur par qui? Le malheur arrivera. Et au Cameroun, comme dans beaucoup de pays dans le monde, il nous est arrivé ce malheur. Cette incidence qu'il y a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest devrait être, mais très rapidement gérée. Nous rappelons que le Cameroun n'est pas un pays en dehors du monde et que le monde entier a la solution à tous les problèmes du monde. Nous avons nos confrères, pour certains, qui réclament la sécession, qui pensent qu'il mérite d'être un pays indépendant. Nous avons le monde entier qui structure et organise et qui peuvent devenir un pays ou pas. Nous rappelons que ce n'est pas une partie du Cameroun, ça veut dire que ce n'est pas les 8 autres régions qui vont leur autoproclamer indépendants. Parce que ce n'est pas nous qui faisons la carte du monde. Donc il y a des instances au niveau mondial qui vont pouvoir se prononcer si jamais ils estiment que c'est le cas. Nous rappelons que le Cameroun, qui a été depuis 1948 et même avant, géré en fait en accord avec les Allemands, avait une carte bien plus large. Mais le monde entier a décidé qu'une partie de ce Cameroun rentre au Nigeria et une autre partie même peut-être vers le Gabon et tout ce que ça fait. Mais nous sommes toujours Quand vous parlez du monde entier, vous parlez des Nations Unies. Je parle de l'ordre gouvernant mondial. Pas forcément les Nations Unies, c'est toute cette entité-là qui constitue... Le système de gouvernance mondiale. Oui, le système de gouvernance mondiale veut que la carte du monde soit décidée au très haut niveau. Et ça dit que pour vous, la solution de cette crise viendra de cet ordre mondial. La solution de cette crise, au jour d'aujourd'hui, tant qu'il y a des gens aux États-Unis qui peuvent continuer à soutenir cette guerre contre les Camerounais, ils ont un intérêt pour qu'elle ait lieu. Au jour d'aujourd'hui, tant qu'il y a des gens qui viennent de n'importe quel coin du monde entier qui continuent de soutenir cette guerre, ça veut dire qu'ils ont intérêt à ce que cette guerre ait lieu.
Le moment viendra... Tant qu'il y a des gens aussi à l'intérieur qui soutiennent. Absolument. Donc, mais ceux qui sont à l'intérieur sont soutenus par ceux qui sont à l'extérieur. Ce que je dis au jour d'aujourd'hui... Il y aurait probablement aussi des pontes à l'intérieur qui soutiendraient également de manière clandestine, en catimini, cette guerre. Égoïste et égocentrique a envie d'entretenir cette guerre. Mais pour le Cameroun qui est aujourd'hui délimité par ses 475 442 km², le Cameroun d'André Marimbida, de Amadou Aïdjo, de Paul Biya, le Cameroun de Ernest Ouandé, de Hossein Dafana, de tous ces gens qui ont leur âme connectée, interconnectée pour l'existence et l'essentiel indispensable de notre pays, le Cameroun va rester intact. Il ne va pas bouger. Maintenant, le rapport de force veut toujours qu'on prenne en compte cette réalité dans les négociations. Si le rapport de force est inversé, ça veut dire qu'il ne dépend plus du Cameroun, le monde entier fera ce qu'il aura décidé. Mais pour le Cameroun, pour notre âme interne, pour John Goufontia, pour tous ces gens-là qui ont, depuis la conférence de Fumban et tout ce qui a été fait, voulu que le Cameroun soit un et indivisible, nous travaillerons à garder cela intact. Maintenant, s'il y a des gens qui ont eu un autre intérêt que celui de voir le Cameroun rester un uni et indivisible, ils travailleront pour leur intérêt à eux aussi. Nous, notre camp, c'est de voir un Cameroun uni et indivisible. Est-ce que vous pensez que les méthodes qui ont été employées jusqu'ici par ceux qui veulent voir le Cameroun uni sont les bonnes? Peut-être qu'elles ne sont pas les bonnes puisque la guerre n'est pas finie. Mais pour le moment, tous les Camerounais sont en droit de proposer des méthodes qui soient les bonnes, mais à condition que le Cameroun reste uni et indivisible. Ceux qui travaillent et qui veulent me voir dans leur camp doivent nous proposer ce préalable qui veut que le Cameroun ne soit pas sécessionné. Si vous voulez couper le Cameroun comme une charcuterie en plus petits morceaux, peut-être en 58 nations, ou alors en 360 petites entités, eh bien voilà, vous ne mourrez pas dans votre camp. Moi, je suis pour que le Cameroun reste tel qu'il est dans ses frontières. Les frontières pour lesquelles tous les Camerounais sont morts, pour les garder intacts au niveau de Bakassi. Les frontières pour lesquelles nous nous sommes toujours battus pour que le Cameroun ne soit pas. Mais alors, ne soit pas amoindri. Nous voulons rester un État unique. Si quelqu'un veut travailler pour plusieurs Cameroun, moi, Bion, je ne serai pas dans son projet. Si quelqu'un veut travailler pour le Cameroun de notre âme et de notre histoire, moi, je suis son esclave. Et je travaillerai pour celui-là. Un Cameroun. Et si les gens pensent que leur destin n'est pas lié au Cameroun que vous décrivez, pour vous, ils sont libres de se séparer? Ceux qui pensent que leur destin n'est pas lié au Cameroun que nous décrivons. J'ai toujours dit ici dans ce plateau que dans cette vie, dans notre monde entier, ce qui compte, c'est le rapport de force. C'est ce rapport de force qui fait que un président africain peut être amené à la haie pour des faits qui lui sont reprochés, alors qu'un président américain pour les mêmes faits ne sera jamais conduit à la haie. Ça s'appelle le rapport de force. Ce rapport de force qui fait que on peut vouloir une chose ou ne pas le vouloir, mais on l'accepte. On va dire merci d'être venu, Joseph Espoir Billon. Avec la permission de la réalisation, je vous pose la dernière question qui me vient à l'esprit. On a parlé de l'avenir du Cameroun qui se joue en Suisse. C'est le DP de Diapason qui l'a évoqué dans sa une. Quel est pour vous le profil du prochain président de la République? C'est le profil du prochain président de la République. Je vais jouer sur 3 critères. C'est quelqu'un qui veut garder le Cameroun uni et indivisible. C'est quelqu'un qui est rassembleur, tolérant, patient et sage. Et enfin, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui veut que le Cameroun, sur le plan économique, soit boosté à être loin. En qui est-ce que vous voyez ce profil au jour d'aujourd'hui? Vous connaissez des hommes politiques sur la scène politique aujourd'hui. Qui porte mieux ce profil? Pour le moment, tous les Camerounais et personne. Merci beaucoup. Joseph Espoir Billon, merci d'être venu à The Prime Guest sur My Media Prime Télévision. C'est moi qui vous dis merci. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça a été très court malheureusement, mais j'ai été très heureux de participer à cette émission. Je vois ça être parmi les meilleures leaders émissions, parmi les émissions leaders au Cameroun. Je vous remercie pour cette prophétie. On va prendre ça comme une prophétie et pour ce vœu pieux pour notre chaîne de télévision. C'était Joseph Espoir Billon, adjoint numéro 6 du maire de la commune de Douala 5e et président régional du PDC. On a eu un aperçu sur son parcours, sur son regard et sa pensée politique. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous vendredi prochain pour une autre
autre production de votre programme de Prime Guest face à JSK. On vous l'a dit, tous les vendredis dès 21h30, nous recevons des personnalités publiques dans tous les domaines de la vie active. Nous explorons leur parcours, questionnons leur vision et leur regard sur la société, sur des faits d'actualité et des sujets d'intérêt général de Prime Guest. À vendredi prochain. Au revoir.